Salut tout le monde, bienvenue à Sur la piste du crime, votre podcast True Crime favori par un couple franco-ontarien. Je suis René et avec moi, la belle Mireille. Hic t'es donc belle, Mireille. Oh, Hic t'es donc belle. Parce... oh là 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 là. OK. Mireille? C'est Mireille? C'est parce que vous l'avez pas vu. Vous le voyez pas, il dansait en plus. À côté de toi, un gars, ça a l'air d'être fait pour tenir une pelle. Merci. Et, je t'en devais deux, hein? Oui, je tu m'en devais deux. Je pensais pas de te pour chanter. C'est pour toi que furent inventés les dentiers. Merci, t'es vraiment gentil de... Les dentiers. C'est supposé être dentelle. Dentelle. Merci. Bon. C'est correct, là? Je m'excuse d'avoir dansé, là, je veux dire. Et chanter. Je m'excuse à vos oreilles. Je pense que c'est un défi de faire cette chanson-là sans danser. C'est tellement le fun. Oui. OK. T'as-tu des shout-outs à faire avant qu'on commence l'épisode? Oui, j'ai un shout-out à faire à Mélanie encore, parce que j'ai déjà fait un petit shout-out avant où il y avait dit bonjour. Je veux juste te dire merci pour ton commentaire. Elle nous a envoyé un DM l'autre jour, puis elle disait qu'elle aimait beaucoup notre podcast, mais elle aimait aussi comment on était proches de nos auditeurs. Que les auditeurs se sentaient proches de nous. Elle a même utilisé un mot que j'adore. C'est like my new favorite word, la prochitude. Prochitude. Entre guillemets, elle a dit prochitude. C'est comme mon mot préféré à cette heure. Merci, Mélanie. J'aime ça. Oui, j'aime ça. Puis, hey, la gang, si vous voulez nous envoyer des DM, on les répond. On adore apprendre à connaître nos auditeurs. Et si vous avez des commentaires, ça nous fait plaisir d'accepter vos commentaires. Juste c'est positif, par exemple. Non, c'est pas Des vrai. commentaires constructifs. Critique constructive, avec un petit splash de positif, peut-être. C'est comme moi qui demande pour 5 étoiles, à peu près, là. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de donner 5 étoiles, mais ça l'aide. Oh, et René, la merch, ça s'en vient. La merce. La merch, ça s'en vient. Comme je m'attendais pas que tu étais pour chanter puis danser, c'est cave. OK. La merch, ça s'en vient. Yes. Oui, yes. Ma partie est faite. Ouais, ben, Et tout le monde attend après toi, là. Let's go. Caroline, pression. Oui. Hey, Let's go. coudonc, ça avance ta pression. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Ah, tu m'as tout déboussolé avec ta chanson tantôt pis ton dansage, là. Je m'excuse de te trouver belle. Je pense que t'aimes juste trop François Pérusse. Il y a un petit peu de cela aussi. Ouais. Enough is enough. Donc, René, t'as-tu d'autres choses à dire, toi, là? Non, c'est tout. Assez tout. de blabla au commencement. Assez de niaiserie. Ouais. Donc, René, Oui, Mireille? où est-ce que la piste nous amène? Ce soir, Mireille, je t'emmène en Alberta, à Calgary, le 11 décembre 1997. Essayes-tu de me dire que t'es pas dans le nord de l'Ontario? Quoi? Ça va avoir rapport au nord de l'Ontario. Ah, me semblait aussi. Patience, j'ai dit une phrase de mon texte, là. Non, je sais, mais d'habitude, t'es toujours au nord de l'Ontario. OK. La police vient de recevoir un appel 911 aux petites heures du matin. L'hélicoptère Hawk One, qui peut se rendre n'importe où à Calgary en 90 secondes, est déployé et arrive rapidement sur les lieux. On aperçoit un homme qui se sauve de la scène. L'hélicoptère vise ses phares sur l'homme et on dirige les policiers sur le sol vers lui. Qui est-ce qu'on vient d'arrêter, Mireille? Ce soir, je t'emmène sur la piste d'un des tueurs les plus méconnus de l'histoire du Canada. Es-tu prête? Non. Non, c'est une histoire qui est heavy pas mal, là. T'as raison de dire non. Non, c'est ça. Donc, le Hawk, ça, c'est militaire. C'est un acronyme, je me rappelle plus ce que ça veut dire, là, mais c'est HAWC1, là, puis c'est comme le nom de l'hôpital. C'est le nom de l'hélicoptère policier à Calgary, là. Des années 90. C'est à cause que ça me faisait penser à Black Hawk Down. Ils ont probablement fait par exprès pour piger un nom qui sonne militaire, là, mais c'est un hélicoptère policier. OK. Mes sources pour l'épisode d'aujourd'hui. Un épisode à 2 parties de Crime Beat, disponible sur YouTube, et puis les journaux de North Bay Nugget, Calgary Herald et Toronto Star. Pas North Bay encore. Là où je donne North Bay. Et ça a rapport avec le nord de l'Ontario. Oui. Partie 1. Une carte de fête pour maman. Oh. Je commence à raconter mon histoire aujourd'hui à North Bay en Ontario, plus particulièrement d'une jeune femme qui vivait là. En 1997, Sarah Beth Whitehead a 20 ans
et elle va bientôt débuter sa 2e année d'études en affaires à l'université Nipissing de North Bay. Elle a un frère Kyle, qui est 2 ans plus jeune qu'elle, et ses parents Brian et Leona Whitehead sont très impliqués dans la communauté de North Bay. Sarah joue de la flûte dans le band de son école pendant le secondaire. Elle est dans la chorale Chippewa et elle aime faire du patin roulette avec son amie Lisa, qui demeure sur la même rue qu'elle. Sarah et son amie Lisa travaillent tous les deux ensemble dans une boutique de linge d'enfants dans le centre d'achat Northgate. Les amis et la famille de Sarah disent qu'elle est « one of the nicest girls that there is ». Elle est très intelligente, très bonne à l'école, des A partout, straight A's. Après son bac en affaires, elle rêve de diriger sa propre entreprise. Ça sonne comme une bonne fille. C'est toujours des bonnes filles. Oui, je sais. La semaine du 4 août 1997, Sarah passe 3 jours en dehors de North Bay pour aider avec l'ouverture d'une nouvelle branche de la boutique de linge où elle travaille. Elle revient de son voyage d'affaires jeudi le 7 août et décide de se rendre au centre d'achat Northgate pour acheter une carte pour la fête de sa mère, qui est dans quelques jours seulement. Son chum, lui, travaille jusqu'à 21h ce jeudi soir-là. Le plan, c'est qu'il retourne chez lui, prendre une douche après l'ouvrage et ensuite qu'il rejoigne Sarah chez elle. Une fois qu'il est prêt, il appelle chez Sarah pour dire qu'il s'en vient, mais à sa surprise, Brian, le père de Sarah, dit que Sarah n'est jamais revenue du centre d'achat. Ah, me semble que c'est toujours la fête à quelqu'un. Ils ont toujours une célébration ou quelque chose, quelque part à être. Ben, dans 2 de mes 3 disparitions, c'était la fête à quelqu'un comme le lendemain. Hein. Oui. Jusqu'à date, là, dans les cas que j'ai faits. Mm-hmm. Partie 2. Où est Sarah? C'est pas comme Sarah d'être en retard. C'est pas comme Sarah de ne pas appeler. C'est pas comme Sarah de ne pas donner de nouvelles. Ses parents savent immédiatement qu'il y a quelque chose qui cloche après l'appel du chum. Parce que là, on réalise qu'elle n'est même pas avec son chum non plus. 1 heure passe et Sarah n'appelle pas. Ses parents se mettent à appeler partout et chercher pour Sarah, mais on trouve aucune trace d'elle. 2 heures passent. Tous les amis ont été appelés, aucun signe de Sarah. 3 heures passent. Il est rendu minuit. Brian et Leona appellent la police de North Bay. Puis heureusement, on croit à la famille que c'est hors du caractère de Sarah de ne pas être rentrée chez elle, même si ça fait juste techniquement 3 heures qu'on ne sait pas où elle est. C'est ça. De niaiser tout de suite. Oui, c'est le fun d'entendre ça. Mm-hmm. On traite le cas comme une personne disparue, right now, tout de suite. Mais c'est déjà la nuit, il est passé minuit le 8 août maintenant. La police coordonne ses effectifs pour une recherche du secteur le lendemain matin. C'est pas clair dans les infos disponibles si la police effectue des recherches immédiatement après l'appel à minuit ou si qu'ils planifient comme une grosse recherche le lendemain puis en font quand même une petite le soir. Je sais pas. On est dans le nord de l'Ontario, les journées sont très longues à l'été. Le soleil se lève à 6 heures et se couche vers 20h40 à ces dates-là, d'après Environnement Canada. Brian ne dort pas du tout pendant la nuit. Qui dormirait? Le matin, vers 5 heures, Brian appelle son frère Eric pour lui dire que Sarah est disparue. Eric rejoint son frère immédiatement pour aller le supporter. Quand il arrive, Brian dit à son frère Eric qu'il voudrait juste voir Sarah arriver en marchant au bout de la rue. C'est juste ça qu'il veut, c'est sa fille et rien de plus. Les Whitehead, ils vivent sur la rue Kingsway à North Bay. C'est immédiatement derrière le stationnement du centre d'achat Northgate. Un court sentier pédestre d'environ 50 mètres à travers un boisé sépare la rue Kingsway du stationnement. Tout le monde qui vit dans le quartier passe par là pour aller au magasin. C'est un sentier très achalandé. Il y a beaucoup de trafic pédestre pour se rendre au centre d'achat. On sait que Sarah était partie au centre d'achat hier soir. Son oncle Eric décide qu'il retracera les pas de Sarah à pied vers le centre d'achat. Il est rendu environ 6 heures du matin, le soleil se lève, il commence à faire clair. Eric marche dans le sentier et cherche un peu partout à travers les arbres hors sentier aussi. Il dit qu'il rencontre quelques autres personnes marchant sur le sentier à 6 heures du matin. Ils s'en vont au travail au centre d'achat et qu'ils ont un peu peur de le voir sortir de travers les arbres. C'est pour montrer qu'il y a, c'est juste le temps que lui cherche à 6 heures du matin, il y a plein de monde qui passe. Fait que c'est un sentier qui est très utilisé. Il y a beaucoup de monde. Ouais. À 6h55, Eric remarque quelque chose par terre un peu éloigné du sentier, à travers les arbres, en direction de la station d'autobus Ontario Northland, qui elle aussi est direct à côté du centre d'achat. Ouais. C'est un Walkman. Pour nos jeunes auditeurs qui savent pas c'est quoi un Walkman, c'est l'enceinte du iPod. C'est pour écouter de la musique. Sarah marchait souvent avec son Walkman. Eric se dirige vers l'appareil et, en avançant vers le Walkman, il voit une jeune femme par terre, sans vie.
Je savais. À une douzaine de mètres du sentier. Eric sait immédiatement qu'il s'agit d'un meurtre. Il sait que c'est Sarah. Il approche pas le corps, sachant qu'il doit pas contaminer la scène du crime. Puis tu veux pas voir ça non plus. Non plus. Surtout que c'est sa nièce, là. Oui, le monsieur est en entrevue, il y en a disponible sur YouTube, et puis, comme il y a de la difficulté à le compter, là, puis c'est comme 30 ans plus tard, là, tu sais. Eric ne veut pas retourner chez son frère non plus pour informer la police. Il se dirige au lieu chez un ami qui vit près de là pour appeler la police. Rappel, c'est 1997, on n'a pas de téléphone cellulaire. Une fois que les polices arrivent, Eric les mène au corps de Sarah dans le boisé. Après, puis il va chez son frère pour lui dire ce qu'il a découvert. Oh, c'est lui qui l'a annoncé? Oui. Oh my God. Eric dit « Au moins on l'a trouvé. Pas comme qu'on voulait, mais on l'a trouvé. Il y a des familles qui trouvent jamais leur enfant, mais nous, au moins, on l'a trouvé. » Ouais, mais... Puis ça fait pas... Je sais pas, je sais pas. Ça fait pas justice à ce qu'il dit, là, comme quand c'est traduit puis que je le lis dans un texte, là, mais... Je comprends le sentiment derrière ça, mais c'est pas vraiment, justement, le outcome que tu veux. C'est pas un cas de personne disparue où ce que tu passes le reste de ta vie à pas savoir qu'est-ce qui t'est arrivé. Non, c'est sûr, là, c'est... Ah, j'aime pas ça. Partie 3. La scène du crime. La police de North Bay commence son investigation. On parle à Eric Whitehead en premier, c'est lui qui a trouvé le corps. On le suspecte pas, mais c'est une petite ville et les meurtres ici sont rares. Faut faire l'investigation à la lettre et donc on doit éliminer Eric comme suspect. Eric coopère pleinement et donne un échantillon de son ADN, en plus de tout le linge qu'il portait au moment de sa découverte du corps de Sarah. On interroge Eric pendant quelques heures. Même s'il comprend très bien pourquoi c'est nécessaire, il a de la difficulté à parler et à former des phrases. Le pauvre monsieur, il vient de trouver sa nièce morte, présumément tuée dans le boisé. Une fois que l'interrogatoire à Eric est terminé, on dit qu'on a besoin d'un membre de la famille pour identifier le corps de Sarah à la morgue. L'équipe investigative décide d'envoyer Eric identifier le corps de Sarah. Oh non! Au lieu de Brian ou Leona. Ouais. Ils ne veulent pas faire subir ce traumatisme-là aux parents. Oh, je comprends, mais comme il savait même pas approcher du corps la première fois, là. Là, il est... Oh... On questionne ensuite les parents de Sarah. Le policier qui les questionne les connaît très bien. Il dit que c'est l'entrevue la plus difficile de sa carrière. Encore là, les parents sont pas suspectés du tout, on tente seulement de recueillir le plus d'informations possible. On assure Brian et Leona qu'on trouvera qui a fait du mal à leur fille. À la scène du crime, on trouve un sac que Sarah avait avec elle. Dans le sac, il y a son portefeuille, de l'argent et la carte de fête qu'elle avait achetée pour sa mère. Oh, misère. Sarah a tous ses bijoux sur elle aussi. Puis son Walkman a été trouvé près d'elle. Elle s'est pas faite cambrioler. Ouais, mais, c'est ça, c'était pas un vol. Mais Mireille, comme tu le suspectes probablement, Non. Sarah est seulement partiellement vêtue. Of course. Elle a été déshabillée de la ceinture en bas. Le coroner détermine que Sarah a été agressée sexuellement et qu'elle est morte par strangulation manuelle. Oh, what the hell? Puis cachée en dessous d'une roche, pas loin du corps, on découvre les culottes courtes à Sarah. Cachée en dessous d'une roche? Parce que Oh. sur les culottes, on trouve l'ADN à Sarah ainsi que l'ADN d'un homme inconnu. Lui, il pensait que c'était une bonne idée de mettre ça, de cacher ça en dessous d'une roche. Ils le trouveront pas en dessous de la roche. Ouais. Oh my God. Le suspect aurait violé Sarah, l'aurait étranglée et ensuite serait essuyé sur les culottes de Sarah avant de les cacher sous une roche. Blah. À environ 1 kilomètre de la scène du crime, près de l'intersection de la route 11 et du chemin Seymour, où il y avait anciennement le musée des jumelles Dionne, un employé du centre d'information touristique trouve une chemise et des jeans dans le fossé pas loin de la route. Les jeans, 32 pouces de taille et 34 pouces de jambe, ont été pliés et recousus à 27 pouces et demi de jambe. Sur ce linge, on trouve la même ADN masculine inconnue qu'il y avait sur les culottes à Sarah. C'est sûrement le linge du suspect, et maintenant, on a une bonne idée de sa grandeur aussi. La police de North Bay identifie 768 personnes d'intérêt dans le meurtre de Sarah Whitehead. C'est un meurtre très médiatisé dans la région, et la police met beaucoup de ressources dans l'investigation. 768? Ouais, c'est énorme. Wow! Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi tant que ça? Non, ils essayent de faire une bonne job, puis ils ont probablement identifié plein de gens qui avaient dans le centre d'achat ce jour-là, puis Ouais.
Mais dans ce temps-là, René, avait-tu comme la banque de données d'ADN? Sais-tu? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Si oui, s'il y avait probablement peu d'entrées dedans, là, mais... Parce qu'on est au début du testage ADN, puis ça fait partie de l'histoire, là. Je vais en parler un peu, là. OK, excuse. Je t'ai un peu d'avance. Partie 4. Sur la piste d'un tueur. La police reçoit un tip. Un homme avec un historique de comportement louche alentour des jeunes femmes, comme genre des commentaires inappropriés, a eu une dispute avec sa blonde le soir du 7 août 1997. Après que sa blonde l'ait jeté dehors, il s'est en été au centre d'achat Northgate où il a été aperçu à la banque et à la pharmacie. Le lendemain, le 8 août, il se teint les cheveux. Suspicious. Très suspicious. Red flag there. Gordon Gibbs, 56 ans, a 32 pouces de taille et 27 pouces et demi de jambes. Il match exactement la taille du suspect qui a jeté son linge dans le fossé au bord de la route 11. La police lui demande un échantillon d'ADN, mais il refuse. Oh, OK. On le guette de près. Le 11 octobre 1997, donc à peu près 2 mois après le meurtre, Gordon Gibbs est arrêté pour des raisons complètement pas rapport. J'ai pas pu trouver c'était quoi. Ah, je vais peut-être pour te demander c'est quoi. Hein? Le policier qui le questionne pour l'arrestation sait qu'on cherche son ADN pour le meurtre de Sierra. Donc, il saisit une cigarette que Gordon a fumée pendant son interrogatoire. Oh, what a dumb criminal. Mais hey, faut penser, là, la police de North Bay fait une bonne job. Oui, absolument. Ils ont pensé de prendre la cigarette, mais je veux dire, lui, il est niaiseux d'avoir laissé ça là. Il sait qu'ils veulent son ADN. Je sais pas si en 97, tout le monde sont au courant à quel point que tu laisses des traces de ton ADN tout partout. Tu sais, il n'y a pas eu d'épisode de comme CSI, il n'y a rien de même encore dans ce temps-là. Là. C'est frais, cette technologie-là. Là. Moi, peut-être, je sais pas. Peut-être. C'est 97, ouais. Gordon, lui, il est envoyé à l'hôpital psychiatrique de North Bay. Ben oui, sur le top de la côte. Il est où, à la même place que Dawn? Dans les mêmes années que Dawn Caris. Ouais. Ah! Épisode 5, je pense. Ouais. Oui, je crois que c'est ça. Mais c'est séparé en oui, ailes féminin et masculin. Il n'a pas vu Dawn, lui, là. Non, mais c'est quand même... Puis, plus important, comme qu'on vient juste de jaser là pendant la dernière minute, là, on a maintenant son ADN. On l'envoie se faire tester pour comparer avec l'ADN qui a été retrouvé sur les culottes de Sierra et sur le linge du suspect à 1 kilomètre plus loin. C'est un match. Ah, ça, je pensais. Gordon Gibbs, c'est le tueur. Le 16 décembre 1997, Gordon Gibbs est accusé du meurtre au premier degré de Sarah Whitehead. En décembre 1997, l'analyse de l'ADN à fin policière en Ontario, ça se fait par test PCR, Polymerase Chain Reaction. Du moins, c'est ce que j'ai trouvé. Puis là, je dis pas n'importe quoi, j'ai déjà moi-même travaillé sur une équipe de scientifiques où on a conçu une machine PCR pour des tests rapides. Donc, sans me vanter, je sais un peu de quoi je parle. Anyways, le PCR, c'est un peu une vieille technologie. C'est bon pour identifier des grandes similitudes dans un échantillon d'ADN. Genre, c'est-tu du H1N1 ou du H1N5? On peut différencier les espèces, des choses de même. Mais à partir de 1998, le Centre de sciences médico-légales de l'Ontario améliore ses tests d'ADN et utilise le profilage, connu sous son nom de marque Amphister Profiler, qui est beaucoup plus précis. Ce nom-là, ça me fait toujours penser comme à la grande marque de skidoo de François Pérus. Là. Vraiment encore François Pérus. C'est le Snooper Snowcharger Avenger, blablabla, ça continue. Oui, là. mais c'est... Oui. Donc, tout ça pour dire, Gordon il a été accusé du meurtre en décembre 1997, puis en janvier 1998, on sort avec une nouvelle technologie d'ADN. Donc, on refait les tests d'ADN sur les échantillons de Gordon Gibbs. Et Mireille, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Non, dis-moi pas qu'il est pas accusé, là. Gordon Non. n'est pas un match. Mais voyons! Il n'est pas le suspect. Mais le linge faisait, puis l'ADN matchait dans le linge qu'il avait trouvé proche de où est-ce qu'était la maison des jumelles Dionne, puis tout. C'était son linge ou c'était pas son linge? C'était pas son linge. Hein? Souviens-toi là, que Gordon il a été envoyé à l'asile, tout après à l'hôpital psychiatrique. Donc, Gordon il avait probablement des problèmes mentaux, assez pour que les polices l'admettent involontairement à l'hôpital psychiatrique de North Bay. J'ai l'impression qu'il sait même pas ce qu'il dit, le monsieur. Quoi. Ouais, mais là, il s'avait chicané avec sa blonde. Il avait été au mall. Il s'est tendu les cheveux. Il était un match d'ADN du linge et des petites culottes. Comme... Ouais, ça c'est toutes des preuves circonstancielles.
Ben, pas l'ADN. Et puis, l'ADN n'est pas bonne, c'est pas la sienne. Là, ça me fait douter de comme toutes Ben, c'est pour ça. Les cas qui ont été résolus d'ADN avant 97. Non, mais c'est en Ontario. Ça veut pas dire... Ben, en Ontario, de bas. Ça veut pas dire que les tests d'ADN n'étaient pas bons. Parce qu'ils ont refait, right? Comme c'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer la différence entre les deux technologies. Ils ont tout refait? Bonne question. Hey, c'est grave, ça, là. On entend souvent parler des cas du monde qui se font exonérer par l'ADN. Tu sais, quand ça fait 20-25 ans qu'ils sont en prison. Oui, c'est juste... Lui était chanceux. Lui était chanceux parce que, quand tu vois, il a été accusé en décembre 97 et puis le 26 mars 1998, environ 3 mois après son accusation de meurtre au premier degré, on annonce que Gordon Gibbs est innocent. OK. La police s'excuse et les charges de meurtre au premier degré contre lui sont annulées. OK. Mais là, il est encore dans l'asile? Je sais plus qu'est-ce qui arrive à Gordon Gibbs après. Pauvre lui, il était admis là involontairement, pareil. Mais là, qui a tué Sarah? Ouais. On est de retour à la case de départ. La famille revit le désespoir de l'inconnu. Oh. La police de North Bay, pour s'assurer que le cas demeure actif, crée une affiche avec les détails du linge que le suspect portait au temps de l'attaque et la circule partout au Canada, dans tous les services policiers et dans toutes les prisons. On veut que le plus d'agents possible soient familiers avec la description du suspect du meurtre de Sarah. Mais ont-tu vraiment une description ou c'est juste son linge? Ben, à cause de la taille, de la recousure de la longueur de ses culottes, on sait à peu près quelle grandeur qu'il y a. C'est des 32, on peut savoir à peu près quel poids qu'il y a. Ouais. Et puis, pas mal ça, right? Ils ont son ADN. Ouais. Right? Fait qu'une fois qu'ils mettent la main sur quelqu'un, ils peuvent trouver c'est qui. Fait que là, le 26 mars 98, on n'a plus aucune piste pour le meurtre de Sarah. C'était mon cas au sujet de Sarah Whitehead. Go on! Ça, non, c'est une blague. Ouais, j'ai pas réussi à te truquer. Non, parce que je sais que tes cas sont vraiment longs d'habitude. Puis j'ai pas truqué aucun auditeur parce qu'ils ont tous vu le nom de l'épisode. Là. Ouais. Ah, je me suis essayé. Des jokes de papa. Puis t'as pas encore parlé de Calgary, so... C'est-tu Calgary? Oui. C'est ça, ouais. Fait que, ça continue. Partie 5, Jeanne de Calgary. Jane? Ou Jeanne? Ben, c'est Jeanne. Je vais t'expliquer pourquoi. Oh, OK. Je te ramène au début de l'histoire à Calgary. Il est 3h moins quart du matin, le 11 décembre 1997, quand un résident du 714 15e avenue Sud-Ouest appelle la police parce qu'il vient d'entendre une fenêtre se faire briser dans son édifice. C'est une bâtisse à 6 logements au centre-ville de Calgary. L'hélicoptère Hawk One arrive en premier sur les lieux et aperçoit un homme sortir de la porte arrière de l'édifice. L'hélicoptère réussit à maintenir ses efforts sur l'homme jusqu'à ce que les policiers au sol se rendent à lui. Après une lutte, le suspect est maîtrisé par la police et est placé en état d'arrestation. J'ai beaucoup de questions, là. J'ai déjà bien des questions. Tu veux-tu attendre que je parle un peu plus? Oui, je sais, mais m'a te laisser parler. Je sais que tu vas probablement me répondre, là, mais OK. Vas-y, go. Les policiers entrent dans l'édifice et se mettent à fouiller. À ce point-ci, on sait qu'ils se sauvent et qu'en quelque part, il y a une vitre de cassée. On trouve une des portes d'appartement qui est partiellement ouverte. Les policiers entrent, mais ils ne trouvent pas personne là. L'appartement est vide. Mais une des fenêtres est cassée et il y a une roche sur le sol à l'intérieur. Quelqu'un aurait lancé la roche, ce qui aurait ensuite cassé la fenêtre. Ils descendent dans la cave, dans la salle de lavage commune de l'édifice, puis ils font une découverte épouvantable. Non! Oh, c'est bon. Une femme gise par terre dans son propre sang, avec de sévères traumatismes à la tête. Mais, miraculeusement, elle est encore en vie. Oh! Oh, oh, oh! Tu sais, on vient de pogner le gars dehors qui se sauvait. Oui. Ça vient littéralement juste d'arriver dans les dernières minutes. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital Foothills de Calgary. La femme, qui désire être anonyme, on va l'appeler Jeanne. Ah, c'est pour ça qu'elle s'appelle Jeanne. Elle avait 21 ans et vivait dans l'appartement depuis le mois d'avril avec son mari. Ses amis disent qu'elle est forte, dominante, personne ne peut la faire changer d'idée. Elle étudiait pour devenir praticienne en réadaptation. Il n'y a pas vraiment d'autres détails sur Jeanne, tu sais, parce qu'elle veut rester anonyme. Fait qu'on respecte son vœu. C'est quoi ça, praticienne en réadaptation? Rehab practitioner, il me semble que c'est ça que j'ai lu dans l'article. C'est toutes des sources anglaises. Hein? Oui. OK.
Elle était sortie ce soir-là avec son mari et ses amis. Mais Jeanne est revenue chez elle vers 2h15 du matin, avant son mari. Elle aurait sorti de chez elle pour investiguer lorsqu'une roche a été lancée à travers sa fenêtre et s'est fait attaquer. Son mari est arrivé plus tard, quand la place était déjà entourée de policiers. Pas de victim blaming ici, là, mais sacrément, laisse pas ta femme marcher tout seul chez eux à 2h du matin. Mhm. Je trouve cette partie-là de l'histoire un peu louche. Mais c'est ça qui est arrivé. À l'hôpital, Jeanne est en état critique. On l'opère d'urgence au cerveau pour cesser une hémorragie. Oh my gosh, pauvre Jeanne. Elle subit plusieurs autres opérations et finalement, les médecins réussissent à sauver sa vie. Good. Ils disent que quand Jeanne est arrivée à l'hôpital, il lui restait juste 3 minutes à vivre. Oh, ouh. Hey, ça pressait, là. Jeanne a été agressée sexuellement Ah. et battue à mort. Oui, je dis à mort parce que si on ne l'avait pas trouvée aussi rapidement, elle serait morte. Oh, c'est horrible. Imagine. Mais elle vivra avec des lésions cérébrales et d'autres handicaps physiques pour le reste de sa vie. Oh. Les blessures qu'elle subit sont absolument horrifiques. Ça ne mérite pas d'être répété ici de pantoute. Je vais juste dire qu'elle a reçu au moins 40 points de suture au visage, puis c'est probablement la moins pire de ses blessures. Jeanne est handicapée à vie. Elle ne pourra jamais fonctionner de façon autonome. Elle est tellement sévèrement battue que sa mère ne la reconnaît pas. Aïe, 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 pauvre Jeanne. Ça n'a pas de sens. Sa mère dit que quand elle a identifié sa fille à l'hôpital, c'était seulement grâce à une tache de naissance. Ah, ça n'a pas d'allure. Jeanne passe 2 semaines dans un coma après l'agression et un autre 3 semaines dans un semi-coma avant de se réveiller. À ce jour, elle n'a aucun souvenir de l'attaque dû à son traumatisme cérébral. Puis elle voulait faire du rehab en plus. Exactement ça. Oui. Exactement où est-ce que ça en allait. Oui, c'est tristement ironique. Comme... Oh, pas de sens. Partie 6, le suspect. La police a arrêté un suspect qui se sauvait de la scène, puis elle détermine assez facilement que c'est bel et bien lui, pas lâché, le coupable. C'est pas un cas compliqué. Il y a exactement 0 doute que c'est lui l'agresseur. Quand on l'arrête, il est recouvert du sang de Jeanne et il a le portefeuille de Jeanne en sa possession. Il venait tout juste de déménager à Calgary de la Colombie-Britannique quelques jours avant l'attaque. Il vivait à 2 blocs de la victime. Il y a 16 convictions à son record, incluant 3 agressions violentes et 8 entrées par effraction. Puis, pour ajouter du sel sur la plaie, il était en probation au moment de l'agression. Go système de justice. Eh oui. Mais le suspect complique pas les choses plus qu'il faut. Il plaide coupable à l'accusation d'agression sexuelle grave. Il dit qu'il se souvient pas de l'agression, qu'il était sous. Oh, come on! Mais ça sonne pas comme qu'il donne ça comme une excuse. Okay. Plutôt comme une réponse à la question « Qu'est-ce qui est arrivé? » Un genre de « Je sais pas. Je sais pas, j'étais sous. » Non. Non, je crée pas ça pas en tout. Ouais, je dis pas que c'est une excuse, non. mais comme... Non, t'es pas si sous que ça. Je m'excuse, là, mais non. Fac, à cause qu'il plaide coupable, il n'y a pas de procès. La couronne demande 15 ans de prison avec aucune libération conditionnelle avant 7 ans et demi. On ne demande pas une sentence à vie, 25 ans, parce que l'accusé a plaidé coupable sans résistance, et aussi, la recommandation après une évaluation psychiatrique est que 15 à 20 ans, c'est justifié pour le crime. Le rapport psychiatrique dit que l'accusé souffre d'une gamme de troubles mentaux compliqués et qu'il pose un risque important de récidiver violemment contre les femmes, mais qu'il n'est pas un psychopathe. Bullshit. Et on peut peut-être réduire le risque à long terme de récidive avec des traitements. Non. Peut-être. Peut-être, mais non. Pourquoi tu prendrais une chance? Moi, si je lis ça dans un rapport, là, on peut peut-être réduire le risque. Qu'est-ce que j'entends, c'est on ne peut pas réduire le risque. Ben, c'est ça. Hey, voyons donc. Non. 15 ans. C'est une joke. 7 ans. Je suis content de ta réaction. Ben, Puis tu vas aimer le prochain bout. vas-tu l'aimer ou Oui. je vais être encore plus en crise? La juge Cheryl Daniel questionne si 15 ans, c'est assez. Merci, Cheryl. Go, Cheryl. C'est possible de lui donner prison à vie pour son crime. Et la juge dit que c'est pas mal dur de s'imaginer un crime plus grave que celui qui a été commis sur Jeanne. Oui. Si lui a 15 ans pour ça, comment absolument horrifiant est-ce que le crime doit être pour mériter 25 ans? Merci, Team Cheryl. À cause... Elle a une sentence à vie, là.
Jeanne? Oui. Puis pas juste 25 ans, puis dans 25 ans, on va laisser savoir si t'es correct ou pas, là. Ben non. Elle a un handicap. Oh. Fait que la juge a dit aux deux avocats qu'elle n'est pas pantoute satisfaite de leur recommandation. Non. Alors, retournez faire vos devoirs, puis revenez-vous avec quelque chose de mieux que ça. C'est de la merde. Merci, Cheryl. Bravo, juge Cheryl Daniel. Oui. Cheryl Daniel? Oui. Ça rime bizarrement, hein? Mais ça rime, puis c'est quasiment comme un nom d'auteur. Cheryl Daniel. Elle ajoute, le rapport psychiatrique recommande 15 à 20 ans pour peut-être réhabiliter le délinquant à un risque de récidive médium. Donc, comment est-ce que 15 ans en prison, ça protège le public? C'est le plus bas de la recommandation. Ça fait 0 sens. Et en plus, ça, c'est en assumant qu'il est réceptif au traitement, puis il est clairement pas réceptif. Elle dit, on va le mettre en prison pour 15 ans, et puis 6 mois avant sa libération, on lui donne 3-4 sessions de thérapie, puis on s'en lave les mains. Je l'aime, ce juge-là, moi. Puis il va recommencer. Je l'imagine comme Judge Judy. Tu sais, Oui. Tu te fermes la gueule quand la juge Cheryl Daniel parle. Oui. C'est du étoffe. En tout, elle pose 13 questions qui remettent sérieusement en question la recommandation de 15 ans de la couronne. Je suis complètement d'accord. Puis j'espère que les juges font ça souvent, surtout là que je viens d'apprendre que c'est dans leur pouvoir de faire ça. Oui. C'est comme une vraie boss lady. Tu sais, le gars, il avait déjà 16 convictions à son record. 16. 3 agressions violentes déjà, puis il était en probation. Pourquoi qu'on serait clément avec lui? Non. On ordonne une nouvelle évaluation psychiatrique. Et l'hostie de psychologue Dr. Julio Arboleda Flores dit que, vu que l'accusé n'a pas d'historique de crimes sexuels ou violents, ce qui est clairement faux, il y a des crimes violents à son historique, ça prend 2 minutes sur Google pour les trouver, il dit qu'il ne peut pas supporter une sentence de prison à vie, ni le déclarer comme délinquant dangereux. OK, mais too bad, qu'est-ce que lui dit? Calice. Non, too bad. Fait qu'après tout ça, Non. lundi le 17 août 1998, l'honorable Cheryl Daniel livre sa sentence. Ça sera 19 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 9 ans et demi, la moitié de la sentence. Ben voyons donc. 9 ans et demi. Dans son jugement, la juge pose la question, si on réserve la prison à vie pour les pires offenses, comment est-ce qu'on imagine une pire offense que celle qui a été commise sur Jeanne? Jeanne s'est faite battre à mort. La seule raison qu'elle a survécu, c'est parce qu'on l'a trouvée presque immédiatement. C'est ça. Pourquoi est-ce que la sentence devrait être moindre à cause des circonstances par chance arrivées après les faits? Ben c'est ça. Tu comprends, Mireille? Oh oui. Comme le crime ne change pas, les actes du coupable ne changent pas. C'est de la loque après qui fait qu'elle meurt ou qu'elle meurt pas. Non, mais lui, il voulait la tuer, là. C'était ça son plan. C'est ça il l'a laissé pour morte. Il pensait probablement qu'elle était morte premièrement. C'est exactement la prochaine phrase. Ah. Il l'a laissé là pour mort. Oh, excuse. Mais, tu sais, c'est juste une loque que le voisin a entendu la fenêtre cassée, là. Oui. Puis c'est pour ça que je dis qu'il l'a battu à mort. Oui, oui. C'est ça qui est arrivé. Garanti. La juge dit que la seule raison qu'elle livre pas une sentence de prison à vie, c'est que l'opinion expert du docteur Arboleda non. Flores est que l'accusé n'est pas un psychopathe et que les sentences à vie devraient être réservées pour les psychopathes. Il est pas un psychopathe? Vraiment? N'importe quel humain normal ferait ça? I don't think so. J'aime pas ce psychologue. T'aimerais-tu ça, René? Serais-tu capable de faire ça, toi, battre une femme à mort de même? Ben non, absolument pas. Ben, c'est Et ça, puis, mais t'es pas un psychopathe. personne de normal non plus. Hey. Oh my gosh, ça a pas d'allure, ça fait pas de sens. Le père de Jeanne dit publiquement, puis je suis 100% d'accord, que 19 ans, c'est pas assez. Non. Il dit, l'accusé devrait souffrir aussi tant que ma fille. Une dent pour une dent, Mhm. un œil pour un œil. J'ai pas décrit toutes les blessures à Jeanne, mais Ouais. ça rajoute beaucoup au poids de son témoignage quand on sait tout ce qu'elle a subi. Ce gars-là devrait jamais avoir le droit de marcher sur nos rues le reste de sa vie. Un jour, il va être libre, puis ma fille, elle sera jamais comme avant. Exactement. Le dad, il devrait avoir un petit 5 minutes avec le gars. OK, ben, je l'ai pas mis dans mon texte, mais il y a un article de journal où ce que Jeanne témoigne. Et puis, elle dit qu'elle a souvent eu le même cauchemar après son attaque. Parce qu'elle se souvient pas de l'attaque, right? Mais elle a un cauchemar où est-ce qu'elle s'imagine son agresseur. Puis son père, il a un fusil contre sa tête, puis elle supplie son père de pas le tuer. Hein? Vraiment? Oui.
Elle supplie son père de pas le tuer dans son rêve. Ouais, c'est intéressant, hein? Je me demande, quand elle est réveillée, comme en vraie vie, c'est quoi? Je me demande si ça serait le même verdict. C'est dur de pogner le ton de ça, parce que c'est pas une entrevue, j'entends pas parler, j'entends pas sa voix, c'est juste écrit dans le journal. Oui. Puis là, préparer le plus petit violon du monde, quelle tristesse. La défense trouve que la sentence est trop élevée. What? Puis emmène la cause en appel. Non! Ah, j'espère qu'il y a plus. Ça s'est déjà vu. Ils ont été en appel, puis ils ont eu plus à cause ils ont braillé. OK. J'avais une question. Quoi tu penses qui arrive? Tu l'as déjà dit, merci. Non, mais j'espère. Je sais pas si c'est ça qui va arriver. I hope so. Le 19 février... OK. Le 19 février 1999, la cause est rejetée par la Cour d'appel de l'Alberta. Yes. La décision précise que, même si la juge Cheryl Daniel aurait peut-être fait des erreurs dans son jugement, 19 ans, c'est raisonnable pour le crime en question. Merci. Oui. La Cour d'appel réitère le point du juge Cheryl Daniel. Il est difficile d'imaginer une attaque plus brutale, plus sauvage. La sentence de 19 ans est maintenue et l'agresseur de Jeanne est envoyé à la prison de Prince-Albert en Saskatchewan pour purger sa peine. Yay! Là, ici, j'ai appris quelque chose. Ah. Puis je suis surpris qu'on attend tard de même pour faire ça aussi. Des employés du pénitencier de Prince-Albert, là où il purge sa peine, fouillent à travers le Canada pour des mandats d'arrestation contre l'agresseur de Jeanne. On en découvre un. Oh, OK. Le mandat est de la police provinciale de l'Ontario, la PPO, à Sturgeon Falls, dans le nord de l'Ontario, datant de juillet 1997. Pourquoi, tu penses? Devine. Juillet? Juillet 1997. Sarah? Non, ça n'a pas rapport avec Sarah. T'as minute, je suis perdu. Sarah est décédée le 7 août 97. OK. Mais il est arrivé quelque chose, là. Ben, c'est proche de North Bay, so... Ah oui, pour tous les auditeurs internationaux, Sturgeon Falls, c'est à genre comme 20 minutes de conduite de North Bay. Ouais, c'est proche. C'est pas loin. Mais c'est pour ça que je me demandais, là, c'était Sarah, vu que c'est Sturgeon. Ben, il doit avoir fait une agression à quelque part à Sturgeon avec une autre femme. Attache ta tuque, Mireille? Non! Oh, God! C'était un vol de bicycle à pédale. Oh, que je m'attendais pas à ça! Quoi? Il est wanted pour un vol de bicycle à pédale? Oui. Mais voyons donc! Il aurait volé le bicycle à pédale, puis il l'aurait vendu pour 20$ à une pawn shop. Oh, Seigneur! Tu sais, quand je disais tantôt, le dumb criminal, c'est dumb criminal! Constable Chris Brown, du détachement de la PPO à Sturgeon Falls, reçoit l'appel du pénitencier. On lui dit « Votre mandat d'arrestation contre monsieur Untel là, pour un vol de bicycle à pédale, vous pouvez l'annuler parce que nous, ici, on l'a en prison pour 19 ans pour agression sexuelle grave en Alberta en 1997. » Partie 7. Un bicycle à pédale, ça change les choses. Le constable Chris Brown, c'est un jeune agent de la PPO à Sturgeon Falls, une petite ville à environ 20 minutes à l'ouest de North Bay sur la route 17. Son premier instinct, en recevant l'appel du pénitencier, est « Wow, 19 ans pour agression sexuelle, ça doit être grave. » Puis à ce moment-là, il se souvient du meurtre de Sarah Whitehead et de l'affiche avec une description de son tueur et du linge qu'il portait. Oh! Ah oui, il a pensé à ça! Il n'y a pas beaucoup de meurtres dans le Nord. L'affaire avait été très médiatisée dans la région. Une chance. Le constable Brown se dit « Le gars qui a volé un bicycle à Sturgeon Falls, qui est maintenant un délinquant sexuel incarcéré, c'était juste une couple de mois avant le meurtre de Sarah, ça. C'est pas une coïncidence. » Il a été loin de même. Il a pensé qu'il a volé un bicycle, ça pourrait être lui. Ben, non. Qu'est-ce que le constable Brown il pense à ce point-ci, c'est j'ai un criminel, puis je peux le placer très près de North Bay pendant le meurtre de Sarah Whitehead. Ouais. Puis là, maintenant, on vient de le mettre en prison pour agression sexuelle. Fait qu'il est déjà connu pour avoir fait ça. Oui, c'est juste... Puis il était dans la région, genre comme un mois avant. Là. C'est bon qu'il a pensé à ça, par exemple. Ouais. Fait que Chris Brown contacte la police de North Bay et leur transmet cette nouvelle piste. À North Bay, c'est la meilleure piste qu'on a depuis que les tests d'ADN ont exonéré Gordon Gibbs pour le meurtre de Sarah, qui date maintenant de 21 mois. L'agresseur de Jeanne vivait chez sa sœur à Sturgeon Falls pendant l'été 1997.
Et il n'avait jamais été dans la mire des polices jusqu'à date pour le meurtre de Sarah. La police de North Bay se rend chez la sœur du suspect à Sturgeon Falls. On lui montre une photo du linge qu'on a retrouvé pas loin de la scène du crime. Le linge qui a la même ADN masculine que celle retrouvée sur les culottes à Sarah. En voyant la photo, la sœur se met à pleurer. Elle dit « Je faisais son lavage, ça c'était sa chemise favorite. » Oh. C'est une chemise. Je vais mettre des photos sur Facebook. Là. C'est une chemise assez unique. Là. Il y a comme des patrons florales. Là. Je peux voir que ça serait facile à reconnaître, une telle chemise. C'est pas juste comme une chemise brune. Là, Pauvre, hein? Mm-hmm. Ben, elle était sûrement au courant déjà que son frère est en prison. Là, on apprend qu'il est peut-être coupable d'un meurtre. Ouais. Elle a peut-être déjà vu l'affiche un peu tout partout, elle aussi. Là. Elle dit que son frère buvait beaucoup et que son comportement était devenu problématique. Donc, elle l'avait jeté en dehors de chez elle pendant l'été 97, ce qui serait environ une semaine avant le meurtre de Sarah. Avec nulle part où aller, son frère s'était enregistré dans un programme de désintoxication à l'hôpital général de North Bay. Le 7 août 1997, une semaine plus tard, son programme se termine. Et l'hôpital lui paye un taxi pour qu'il se rende à la station d'autobus de North Bay. Qui, Mireille, est, tu le sais très bien, direct à côté du centre d'achat Northgate. Ben oui. Il signe le reçu du taxi, qu'on trouvera plus tard avec son empreinte digitale dessus. Il n'y a donc aucun doute qu'il s'est rendu à la station d'autobus le 7 août 1997, le jour du meurtre. En attendant l'autobus, il dit qu'il s'est rendu au beer store, pas trop loin de là. Donc, il aurait bu. Il a probablement vu Sarah, soit dans le centre d'achat ou quand elle sortait du centre d'achat. C'est tristement une histoire de mauvais endroit au mauvais moment. C'est exactement ça, j'étais pour dire. Sarah, d'après les experts médico-légaux, serait morte à l'entour de 20 heures, donc à pleine clarté. Je vous le rappelle, on est pendant l'été nord-ontarien, le soleil n'est pas encore couché le 7 août à 20 heures. Immédiatement après, il se débarrasse de son linge et fait du pouce en direction ouest sur la route 17 vers Ottawa. Le lendemain, il cherche un moyen d'obtenir un billet d'autobus vers l'ouest canadien, vers Regina apparemment, ce qu'il réussit à obtenir. L'autobus vers Regina le ramène à North Bay même pas 24 heures après le meurtre de Sarah. Quand il attend pour son transfert d'autobus à North Bay le 8 août, les investigateurs sont à une couple de centaines de mètres de lui, dans le boisé, en train de passer la scène du meurtre de Sarah Whitehead au peigne fin. Ah. Attends, il s'est rendu jusqu'à Regina, il est revenu? Non. Il a assassiné Sarah. Il s'est débarrassé de son linge. Ouais. Puis ensuite, il a fait du pouce sur la 17 jusqu'à Ottawa. OK. Le lendemain, il a trouvé une façon de pogner un ticket d'autobus pour se rendre à Regina, qui est dans l'ouest. Oui. Sur l'autobus, le premier stop majeur après Ottawa sur la 17, c'est North Bay. Fait qu'il est retourné à North Bay le lendemain sur l'autobus. En attendant le prochain bus pour continuer vers Sudbury, puis vers Sault-Sainte-Marie, puis vers Thunder Bay. Pour se rendre jusqu'à Regina. Mais le point est que quand il attend pour son transfert à North Bay, c'est plein de police tout partout. Là. La scène de crime est comme collée sur la station d'autobus. Ouais. Wow, OK. Je pensais que tu disais d'Ottawa, ça va rendre. OK. Non. Mais non, c'est vrai. Mais là, tu sais, j'ai de la misère avec ça, là, elle s'est fait agresser. Ben, elle s'est fait tuer à 8 heures. Puis c'est une trade où est-ce qu'il y a plein de monde qui passe. Je comprends pas. Oui. Je comprends pas qu'il y a personne qui a rien vu, qui a rien entendu. C'est fou. L'ADN retrouvé sur Sarah et sur le linge dans le fossé, c'est à lui. Les tests modernes d'analyse d'ADN le confirment. On a finalement notre coupable. Et c'est à cause d'un bon constable de la PPO qui a pris au sérieux un vol de bicyclette. Ouais. Bravo, Chris Brown. Ouais. Team Chris. Au printemps 1999, on transporte le prisonnier de Prince Albert jusqu'à North Bay pour faire face à la justice pour le meurtre de Sarah. Le 1er mai 1999, puis rappelle-toi de cette date-là, Mireille. L'agresseur de Jeanne est accusé du meurtre au premier degré de Sarah Whitehead. Il renonce son droit à une audience préliminaire. En février 2000, il plaide coupable à l'accusation. OK, good. De même, les parents n'ont pas besoin d'aller au travers du procès. C'est ça. Pas d'audience préliminaire, pas de procès. C'est ça. Sentence. Straight up. Il reçoit la prison à vie. Good. Avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans, qui est la sentence la plus sévère au Canada. Ouais. Là, je veux préciser, ça veut pas dire
Quand on donne cette sentence-là, c'est littéralement prison à vie. Ça veut juste dire qu'on a une possibilité de sortir après 25 ans. Il y a plusieurs gens qui purgent cette peine-là qui sont effectivement en prison jusqu'à ce qu'ils meurent. Oui. Puis, attache ta tuque encore, Mireille. Oh là! Pour des raisons qu'on ignore, une fois qu'on l'emmène à North Bay, ils se mettent à confesser plusieurs autres crimes. Oh, OK. What? Partie 8, la confession. Le tueur de Sarah avoue avoir violé au moins 3 autres filles à Calgary. Le 14 septembre 1988, il agresse une fillette de 14 ans qui livrait des journaux. 88 ou 98? 1988. Il était à Calgary dans ce temps-là aussi? D'après les informations, c'est comme un pousseux. Il se promenait tout partout, tout le temps. Il restait jamais à la même place vraiment longtemps. OK. Il l'attend dehors après l'avoir vue entrer dans un édifice d'appartement. Quand elle sort, il la saisit, la traîne dans un boisé et la menace de mort pendant qu'il la viole. 14 ans! 14 ans. Puis ensuite, il se sauve. Ah, La jeune fille court à la maison, puis la police est appelée immédiatement, mais le cas reste irrésolu. Piece of shit. Un mois plus tard, le 15 octobre, en marchant dans la rue entre 6h30 et 7h du matin, il voit une femme couchée dans son appart à travers la fenêtre. Aïe, aïe, aïe. Il entre par effraction, se met un bas de nylon sur la tête et en utilise un autre pour attacher les mains de sa victime, une femme de 39 ans. Il la viole pendant que son enfant de 6 ans dormait juste là dans la même pièce. Mais voyons donc. Puis le 3e viol serait survenu quelque temps en 1997, quelques jours avant l'attaque sur Jeanne. Aucune source semble savoir exactement à quelle date ça s'est produit. Il a truqué une femme de 20 ans à le joindre dans une chambre de motel, lui promettant de l'aider à se trouver un emploi. Une fois là, il la bat et la viole à multiples reprises. Il avoue ses crimes au détective de North Bay, sans émotion, sans démontrer de remords. Il parle normalement, comme si rien n'était. Il y a un gros espace de temps entre octobre 88 et l'été 97, comme que j'espère que tu as remarqué. Là. Ça serait pas surprenant d'apprendre qu'il aurait fait plusieurs autres victimes. Oui. C'est bien rare qu'ils vont arrêter juste comme ça pendant 10 ans. Oui, parce que là, il dit « j'ai violé en 88, puis après ça, violé Sarah en 97, 9 ans plus tard. » Ben non. Je serais pas surpris d'apprendre qu'il y a des choses entre ça. Comme de fait, en plus des 3 viols, le tueur de Sarah Whitehead avoue avoir commis un autre meurtre à Toronto à l'automne 1994. Ah, si? Partie 9. Mon oncle Larry. Hein? Larry Arnold, 46 ans, c'est un homme célibataire et très sympathique de Chatham, en Ontario. Il est gentil avec tout le monde, mais il est tranquille et réservé. Il y a un enfant voisin de lui, un garçon de 14 ans, qui l'appelle mon oncle Larry tellement qu'il est présent dans sa vie. Les parents du garçon sont des amis très proches de Larry aussi. Tout le monde s'accorde très bien. Larry, c'est un vieux garçon. Il est célibataire. Probablement parce que Chatham, c'est une petite ville, puis Larry, tu t'en doutes un peu peut-être, là, il est homosexuel. Oui. Tu sais, c'est les années 90, la société accepte ça de plus en plus, mais quand même pas aussi tant qu'aujourd'hui. Non. Pour se permettre de vivre un peu, Larry fait des voyages une couple de fois par année chez un ami à Toronto. Il en profite pour visiter le village gay pendant ses séjours. Ça lui permet d'être lui-même, de socialiser, d'être entouré de gens comme lui qui le comprennent et qui le jugent pas. Plusieurs personnes font le même voyage à Toronto pour les mêmes raisons que Larry. Oui. La grande ville, c'est une place accueillante pour Larry. Pendant un de ses voyages à Toronto, en automne 94, Larry sort pour avoir du plaisir. Normalement, il se tient avec du monde de son âge. Il fait attention avec qui il s'associe. Le soir du 14 octobre, il laisse un message sur le répondeur de son ami, là où il couchait, disant qu'il va au bar ce soir-là et qu'il reviendra plus tard. « I'll be out for the night. I'll see you later. » Larry ne reviendra jamais. What? Ah! Ce soir-là, Larry est vu au bar Tracks, à Yonge et Wesley, avec 2 autres hommes. Il quitte le bar avec l'un d'eux. 6 semaines plus tard, son corps est découvert dans un ravin près du chemin Mount Pleasant à Roxborough par un chien. Le corps de Larry est en décomposition. Il a la mâchoire cassée et son crâne est écrasé. Ah! Larry a été sauvagement battu. Caroline! Quelqu'un prenait une marche là et avait dû descendre dans le ravin parce que son chien voulait plus revenir. Ah! Le chien avait trouvé le corps. Horrible. Des centaines de personnes marchent là, juste là, à chaque jour, mais personne n'avait remarqué le corps de Larry. Les médias disent que le ravin était souvent fréquenté par des membres de la communauté gay pour des petites aventures rapides.
Mais je sais pas. 6 semaines puis personne n'a trouvé le corps, Ouais. c'est pas vraiment ma définition de souvent. Ouais, c'est vrai, tant qu'à ça. Ça, c'était pour montrer que les homosexuels n'étaient pas vraiment bien traités dans les journaux à cette époque-là. Non. Dans tous les articles qu'on parle de Larry, là, c'est gay man this, gay man that, Ah, gay come on. slaves, he went to gay bar, blah, blah. Ouais. Comme ça n'a pas rapport. Il n'y a là. pas de nom, lui, c'est juste un gay. Oui, c'est ça. Hein? Il est comme le gros label. Il y avait beaucoup de gay bashing. C'était très homophobique. Ouais. Le meurtre que le tueur de Sarah décrit, ça ressemble beaucoup au meurtre de Larry Arnold. Les détectives de North Bay contactent Toronto Homicide pour leur informer qu'on détient un suspect qui avoue avoir tué un homme dans des circonstances semblables à celles du meurtre de Larry. Pour le détective, Excuse, celui-là, il a confessé. il est en train de confesser. OK. Je pense pas qu'il connaît le nom à Larry. Ouais. Fait que les détectives, ils doivent quand même comme fouiller de qui parle. Oui. Pour le détective Dave Perry, qui était en charge de l'investigation du meurtre de Larry Arnold, c'était son seul cas irrésolu. Il se rend à North Bay pour aller questionner le détenu. En rentrant dans la salle d'interrogatoire à North Bay, le détective Perry dit qu'il aperçoit le mal personnifié de l'autre côté de la table. I saw pure evil. C'est un homme court, avec des épaules très larges et des masses pour des mains. Il dit, c'est moi exact, he had shoulders this wide and sledgehammers for fists. Il est ça a l'air bâti. tellement bizarre. Il est bâti, intimidant. Il est pas très grand, mais c'est 165 livres de muscles purs. Perry, qui est accompagné par un autre policier, se dit « Si ce gars-là choque, on va avoir besoin d'aide. » Il dit « He would make Charles Manson look like a Boy Scout. » Le policier en a peur. Ben, je m'imaginais qu'il était super court aussi avec son 27 de jambes, là. Oui, 27 pouces de jambes, mais... il est court, mais il est comme Il est bâti. bâti. Là. Ouais, c'est un réfrigérateur, là, comme la largeur que le détective y fait. Là. C'est une entrevue vidéo, là, puis il va... Il est large, C'est mais comme il est beaucoup court. plus large que ses propres épaules quand il dit « He had shoulders this wide. » là. Wow. Apparemment, il n'y a aucune émotion, aucun remords. Il dit simplement « Oui, c'est moi qui ai tué Larry. Dis-moi quoi que tu as trouvé à l'autopsie. » Le détective Perry rétorque « Ça, c'est une question que toi, tu devrais me répondre. Oui. Il y a toujours des sans-dessins qui avouent à des crimes qu'ils n'ont pas commis. Il faut être certain que ce n'est pas des mensonges. » L'homme de Sturgeon Falls dit « Vous devriez avoir trouvé qu'il avait la mâchoire cassée. Je l'ai emporté dans le ravin en lui promettant du sexe. Mais tout ce que je voulais était de le cambrioler. J'étais saoul. Ah, il était toujours sous, hein? C'était son excuse pour tout ça. J'étais sous. Je lui ai dit de se mettre à genoux et de me faire une pipe. Oh, aïe, aïe, aïe. Quand il s'est mis à genoux, je l'ai frappé. Il a tombé, mais a essayé de se relever. Je l'ai frappé encore et j'ai cassé sa mâchoire. Puis après, je lui ai écrasé le crâne avec ma botte de cow-boy. Ah! Le détective demande « Comment tu peux être certain que tu lui as écrasé le crâne? » Colin! Puis il répond « J'ai une ceinture noire 7e dame en karaté. Je peux casser des briques avec mes pieds. » C'est incroyablement froid. Ah! Il dit qu'une fois que Larry est inconscient, il lui vole son manteau de cuir, une bague et son portefeuille. Mal au cœur. Il le laisse là, visage au sol, nu de la ceinture en bas, dans le ravin. Aïe, aïe, aïe. C'est tous des détails qui n'avaient pas été révélés aux médias. C'est seulement le tueur qui pourrait les connaître. Le détective Perry tend la main à l'homme l'autre bord de la table, qui est un peu confus par le geste. Ouais. Perry lui dit « J'apprécie ce que tu as fait aujourd'hui. Une famille va pouvoir faire son deuil. Good. OK. » J'aime ça de Perry, il pense immédiatement à la famille. Oui. Je pense que c'est tout du monde qui ont fait bien leur job so far, hein? Mhm. Aïe, 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 lui, là, il m'écoeure bien raide. Le tueur de Sarah et Larry admet avoir agressé et cambriolé plusieurs autres hommes homosexuels dans les mêmes environs avant le meurtre de Larry. Il dit qu'il ne savait pas qu'il avait tué Larry jusqu'à 6 semaines plus tard, quand il a vu qu'un corps avait été trouvé dans le même ravin là où il avait battu Larry. Mais il venait juste de dire qu'il savait qu'il avait écrasé le crâne. Ouais, Comme, qu'est-ce que tu penses? Oui, tu le savais, tu l'avais tué, là. c'est bizarre. Mais aussi, Ben là. il dit qu'il a fait ça plusieurs autres fois, puis qu'il a comme, tu sais, il a tabassé les hommes. Probablement qu'il choisit des hommes homosexuels. Puis le bar Tracks, je l'ai pas dit, mais les policiers disent que c'est un bar qui était fréquenté dans ce temps-là plus par des hommes qui sont un peu plus âgés. Ça, c'est comme une foule qui fait un peu plus attention, tu sais. Ouais, mais je vais juste dire. So, lui, il va probablement là parce que c'est des gens plus vulnérables. Ouais. En juillet 2001,
Il plaide coupable au meurtre au 2e degré de Larry Arnold. Puis là, moi, j'ai une question. Pourquoi 1er degré pour Sierra, mais 2e pour Arnold? Parce que dans les deux cas, puis comme, je suis bien d'accord avec l'accusation de 1er degré au meurtre contre Sierra, mais le meurtre de Larry me semble très planifié aussi. Quoi. Ça devrait tout être premier. Ouais. C'est tout planifié. Il était allé là. Il est allé au bar de gay en sachant qu'il était pour faire ça. Ben oui, il cherchait une victime. Ben c'est oui, très planifié. garanti. Pourquoi que c'est 2e degré? Si quelqu'un le sait, là, envoyez-nous un message Facebook, là, j'aimerais ça savoir. J'ai une petite idée, mais... Ouais, OK. Ouais. L'homophobie du temps. C'est ça. Partie 10. La vie continue. C'est quoi, Mireille, la date que je t'ai dit de te souvenir tantôt? 1er mai? Oui, mais l'année. 99? Oui, c'est ça. Ouh, Le 1er mai yeah! 99, c'est la date où que le tueur de Sarah plaide coupable au meurtre. Je te sauve la gêne mathématique, Mireille. Je sais que t'aimes pas ça. Ça l'a fait 25 ans cette année au mois de mai. Tu sais quoi ça veut dire, ça? Non. Ben, non, il n'a pas sorti. There's no way. Demande de libération conditionnelle. Oh, oui, mais non. J'ai obtenu le jugement de la Cour d'appel. OK. Je t'en lis quelques extraits traduits de l'anglais. À l'âge de 56 ans, Non. vous purgez une peine de prison à vie pour agression sexuelle grave, meurtre au 1er degré, meurtre au 2e degré, 2 agressions sexuelles, introduction par effraction et commission d'une agression sexuelle, menace de causer la mort ou des dommages corporels et strangulation. Selon votre dossier, votre comportement criminel est directement lié à votre abus de substances, à des traits antisociaux et à un comportement impulsif. Vous avez reconnu que vous vous engageriez dans des comportements sexuels à risque et dans la violence sous l'influence de substances. Vous avez démontré un patron de violence contre les femmes et cette violence est décrite comme intentionnelle, gratuite et étendue. Contre les femmes? Pas juste les femmes. Oui, parce que le meurtre de Larry Arnold, Ouais. comme je pense s'il l'aurait pas avoué, ça serait comme pratiquement impossible de le rattacher à lui. Ça ne fit pas le patron pantoute. Non, c'est ça. Vous êtes décrit comme une personne égocentrique et superficielle qui se préoccupe principalement de ses circonstances personnelles et qui se considère comme une victime du système de justice pénale. Le psychologue vous a évalué comme présentant un risque modéré à élevé de violence sexuelle et un risque modéré de violence générale. Le psychologue a exprimé l'avis que toute forme de libération ou de transfert vers une sécurité minimale serait prématurée. De plus, bien que vous ayez terminé des programmes, le rapport le plus récent évalue votre capacité et votre engagement à utiliser les compétences acquises dans ces programmes comme nécessitant beaucoup d'améliorations. Good. L'index de risque criminel vous place dans un groupe qui récidive à 30% dans les premières 3 années suite à une libération. Vous avez été chargé avec plus de 100 infractions institutionnelles depuis votre incarcération. Les victimes s'opposent à toute forme de libération. Selon l'avis de la Commission, vous présenteriez un risque excessif pour la société si vous étiez libéré sous liberté conditionnelle de jour et votre libération ne contribuerait pas à la protection de la société en facilitant votre réintégration en tant que citoyen respectueux des lois. Par conséquent, la liberté conditionnelle de jour est refusée. Yay! Phew! Go! Mais tu sais quoi? Il y a une partie où est-ce que tu disais qu'il était comme égocentrique, qui jouait la victime. Il y avait comme beaucoup de choses que tu disais qui décrivaient vraiment un sociopathe, là. Absolument. Mais il n'est pas un sociopathe. Absolument. C'est pour ça que j'ai comme sacré contre le premier psychologue un peu au début. Ben là. oui, il est totalement un sociopathe. Puis, Ben, je sais pas, excuse. Je ne suis pas un psychiatre, OK? Mais tout ce qu'il décrit, tout ce qu'il fait, ouais, il a ça dit, sonne comme il a un dit, sociopathe. ouais, là. t'es égoïste, tu penses rien qu'à toi, Ouais. t'es violent. Je joue la victime. C'était long que j'ai dit, là, mais le jugement officiel, il est au-dessus de 10 pages de long, puis ils prennent 10 pages à essentiellement dire non, t'es pas prêt, puis t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, puis voici Chiaole. toutes les raisons pourquoi que tu devrais pas sortir. C'est ça. Fait que bien souvent, on entend parler des libérations conditionnelles, puis les gens sortent puis récidivent en sortant, mais là, Mhm. comme si quelqu'un dans le système carcéral présentement représente un très grand risque de récidive, lui, il est certainement sur le top de la liste. Oui, absolument. Surtout quand il a commis les gros crimes qu'on vient de parler dans le cas aujourd'hui, il y avait déjà eu 16 autres charges contre lui,
incluant des charges violentes. C'est ça. Il y avait 16 autres charges. Il avait commis des agressions. Ça, c'est qu'est-ce qu'on sait qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a avoué d'avoir fait. Ouais, il y a un gros gap de 9 ans là-dedans. Ben, il y avait 94, là, à Larry, là. Ouais, sauf Larry. Ouais. Mais, entre-temps, non. Il y a d'autres victimes, ouais, sûrement. garanti, ça, c'est bien, bien rare, ceux qui vont juste prendre des gros breaks entre les deux. Là. Ben, ça l'arrive. Je dis pas que ça arrive pas. C'est juste que ça regarde pas bien pour lui, là. Ouais. Puis là, je vais pas finir là-dessus. Je vais finir sur une note inspirante. Il y a un proverbe qui dit qu'il y a 2 morts. Premièrement, c'est notre mort physique, quand notre corps cesse de fonctionner. Puis deuxièmement, c'est la mort de notre mémoire, quand personne se souvient de nous, quand notre nom est perdu dans l'histoire humaine. Oh. L'Université Nipissing à North Bay offre la bourse Sarah Whitehead, une bourse de 4 525 $. Ah oui? Décernée chaque année à 2 étudiantes à temps plein inscrites en 2e, 3e ou 4e année dans le programme de baccalauréat en administration des affaires. Oh. Le même programme que Sarah avait commencé. Oui. Le nom de Sarah est répété à chaque année à l'Université Nipissing. Sa mémoire persiste. Vous connaissez maintenant le nom de Sarah Whitehead. C'est vraiment beau, ça. Aussitôt réservé et tranquille qu'il était, vous connaissez mon oncle Larry, tout comme ses voisins, qui l'aimaient comme un frère et leur fils comme un oncle. Vous connaissez maintenant le nom de Larry Arnold. Et Jeanne de Calgary, même si elle est anonyme, vous connaissez son histoire de survie et de courage. Vous la connaissez. Certaines définitions du terme tueur en série disent que c'est quelqu'un qui a fait au moins 3 victimes dans une certaine période de temps. Larry Arnold a été assassiné en octobre 1994, Sarah Whitehead en août 1997, et Jeanne a été agressée et laissée pour morte en décembre 1997. Le coupable de mon cas aujourd'hui aurait fait une 3e victime. C'est seulement par extrême chance que Jeanne a survécu. Il est donc un des tueurs en série les plus méconnus du Canada. C'est la fin de mon histoire au sujet de Sarah Whitehead et Larry Arnold. J'avais pas broyé jusqu'à la fin. Tout est comme pour pleurer, puis là, j'avais pas pleuré jusqu'à temps que tu fasses une petite un éloge? Un hommage. Un hommage, Un oui. hommage. Je me suis trompée de mot. Ouais. Oui, je voulais faire absolument certain qu'on connaisse leur nom. C'est beau, ça. Parce que l'autre, il mérite pas de faire nommer. Du tout. Eux autres, ils méritent d'être connus, mais pas le tueur. Ouch. Puis c'était à peu près temps aussi que je dise des bonnes choses de la police de North Bay. Ouais, mais ils ont vraiment fait une bonne job cette fois-ci. Oui, puis le constable de la PPO Sturgeon Falls, Chris Brown, qui fait un travail absolument fantastique de prendre au sérieux un vol de bicycles. oui. Imagine combien de centaines de bicycles là, qui se font voler probablement chaque jour au Canada, là, C'est ça. qui sont absolument ignorés par les polices. Ben oui. Puis lui, il a pris le temps de d'écrire un rapport, puis de faire un mandat d'arrestation, puis tout ça. Ben, OK, excuse, c'est peut-être pas lui qui a fait tout ça, mais il y a eu un mandat d'arrestation fait à Sturgeon Falls pour ça, puis quand il y a eu un appel, il a pas juste dit « Ah ben... » Mais même l'autre qui a fait l'appel, là, c'est un vol de bicycle, il a quand même fait l'appel. Ouais, ils disent... Il aurait pu dire, voilà, c'est un vol de bicycle. J'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'ils font ça, tu sais, qu'ils cherchent, puis qu'ils disent essentiellement à purger vos mandats d'arrestation parce que il est en prison pour quelque chose de 1 million de fois plus grave. Là. Oui. Mais l'autre chose qui est bizarre, c'est que ils ont attendu jusqu'à temps qu'il soit en prison. T'sais, ils n'ont pas commencé à rechercher tout ça quand il a été premièrement arrêté pour l'agression sur Jeanne. T'sais. C'est ça. Mais non, c'est ça, j'avais jamais entendu parler de ton cas. Je suis content que je t'ai appris quelque chose de nouveau. Ouais. Je sais pas. Oui, mais en même temps... Ben, ouais. C'est ça que c'est, des histoires de true crime. Je sais. Pourquoi qu'on se fait ça? C'est toi qui m'as tordu le bras pour faire ça. Là. J'adore le true crime, mais en même temps, je me sens tellement démolie à chaque fois que tu me racontes un cas. C'est se raconter des histoires pour perdre de la foi en l'humanité. On fait ça pareil, hein? Pas juste nous. Les auditeurs aussi, vous faites autant dur que nous autres. Nos auditeurs font pas dur. Ben oui, parce que je suis certaine qu'eux autres aussi, ils se sentent démolis après avoir entendu tes histoires, René. Les tiennes aussi. Ah, on vous aime pareil. Ben oui. Crime de belle gang qu'on a. Est-ce qu'on a fini? Ou Oui. t'as encore des petites choses à dire? Je dois faire le housekeeping de la fin. Le housekeeping? Oui, t'as jamais entendu ça? Les podcasts anglophones, ils disent ça. Non.
J'écoute rarement je n'écoute un petit peu, là. OK. J'écoute comme That Chapter puis Mr. Ballin. Mais à part de ça, ben peut-être History of the 90s, mais j'ai jamais entendu dire Housekeeping de la fin. Non? Non. Toi, t'écoutes des affaires bizarres. Ah ben. Oui, dis-moi ça, c'est quoi le Housekeeping de la fin? Ben, le housekeeping, c'est juste c'est ta checklist. Ça, c'est toutes les choses que tu dois faire, là. C'est comme le ménage avant... Ta to-do list. Le ménage avant le party. Là, OK. Je t'écoute. Ouais, là, c'est moins intéressant. C'est à cause fallait que tu me l'expliques. Excuse me. Ouais, oui. Fais pitié. Ah oui. Tout à l'heure, il fallait que je compte 25 ans pour toi, là. Tu m'as pas dit ça. T'as juste dit, je sais que t'aimes pas la maths, so je vais le faire déjà pour toi, mais comme franchement, je pense que je suis capable de compter jusqu'à 25. Y es-tu pas? Mais non, je t'aime. Quand tu me regardes dans les yeux, je viens toute mêle. Ah, arrête avec tes affaires de François Pérusse. Ah, misère. Celui-là, aujourd'hui, c'est grave comment que t'as fait... Ben, tu en as fait au moins 3-4. C'est grave que je fais des commentaires. Ben, fais-en. Bon, non, mais je veux dire des références de François Pérusse, comme... OK. Venez nous trouver sur Facebook ou Instagram. On est sur la piste du crime sur les 2 plateformes. Puis on a aussi un groupe privé sur Facebook pour des jasettes, plus privées. Abonnez-vous au podcast aussi. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, Apple, YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Puis n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles en review parce que on veut 5 étoiles. T'as fini ta liste de ménage? Mon housekeeping. Ta liste de ménage. Le housekeeping. Regardez, l'homme de ménage. Oui, on se partage les tâches. On est dans un monde moderne. T'as raison. J'ai toujours raison. Là, t'as moins raison. Assez de blabla. On a fini. Mais on a fini. OK, bye! Bye!